Bonjour, c'est Rahma de la chaîne Morale, M-O-T-S, plus loin RAL, qui donne morale. Alors merci à tous mes abonnés, merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes, ça fait énormément plaisir. Donc vous, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à découvrir le contenu que je propose. Mais également, le concept déjà, c'est des histoires fictives que vous trouverez sur cette chaîne, de la poésie, et plein d'autres contenus à venir comme l'histoire de l'Afrique, etc. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première histoire de Dicko. Pour ceux qui la connaissent déjà sauront de quoi ça parle. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, je vous invite à la suivre sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je reçois Monsieur Massamba Diouf, qui est spécialiste de la protection de l'enfance à UNICEF, qui va nous aider aujourd'hui à un peu plus comprendre tout ce que Dicko a vécu dans cette histoire, parce que vous savez aussi bien que moi que Dicko a subi beaucoup de violences, d'harcèlement dans le milieu scolaire, à travers bien sûr Malik Antoine et Louise, qui lui ont mené la vie très difficile à l'école. Et elle n'était pas capable peut-être de réagir à ces comportements très violents. Donc, je vais laisser le soin à Monsieur Massamba Diouf de se présenter à vous. Bonjour, Monsieur Diouf. Bonjour, Rahma. Merci encore une fois pour l'invitation. Je pense que c'est un honneur de venir parler avec toi et avec tes followers, si je peux dire ça comme ça. L'histoire de Dicko qui m'a très tôt intéressé. Et je pense que depuis la diffusion, disons, des différents épisodes, on a eu à échanger, j'ai eu à faire des commentaires sur vraiment cette histoire-là qui m'intéresse de plus en plus. Voilà, moi, je m'appelle Massamba Diouf, donc je suis spécialiste protection de l'enfant et je suis amené à traiter des questions liées à la violence faite aux enfants au quotidien. Donc c'est mon travail de tous les jours et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens partager mon avis, apporter ma contribution à ce beau travail que tu es en train d'avoir sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Et aujourd'hui, quelles sont vos impressions par rapport à l'histoire de Dicko? Alors, je considère déjà que l'histoire de Dicko, c'est l'histoire de beaucoup de filles sénégalaises, beaucoup de situations qui sont vécues par des enfants dans nos établissements scolaires, du privé comme du public. Et parfois, c'est des histoires qui ont leur source dans la cellule familiale. Donc, si on regarde Dicko, c'est une fille peut-être qui a été éduquée dans une famille où elle était surprotégée. Donc, elle n'avait pas trop l'occasion d'être en contact avec les réalités de la vie sociale. Et ce qui a fait qu'une fois à l'école, elle ne savait pas comment réagir face à certaines situations. Et je me souviens de l'épisode où elle commençait à être victime d'attouchement de la part de Malik Antoine et elle ne savait pas comment réagir devant cette situation. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de filles qui ont vécu ça. Et parfois aussi, elle a été victime de moquerie ou d'isolement par rapport à ses camarades. Parfois aussi, elle a été victime de négligence parce qu'il est arrivé quelqu'un chez elle sans avoir même l'argent pour se payer le goûter. Et ça aussi, franchement, c'est des choses que les parents font subir à nos enfants sans pourtant se douter des effets que ça va avoir sur leur état psychologique et sur leur comportement au sein même de l'école. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur le vécu de Dicko qui peut expliquer un peu un certain nombre de ses comportements. En tout cas, ça fait super plaisir parce qu'on voit qu'il a suivi toute l'histoire. Donc je vous invite, vous aussi, qui n'avez pas encore découvert l'histoire de Dicko, je vous invite à suivre cette histoire parce qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques qu'on a abordées dans cette histoire-là. Merci beaucoup, Monsieur Diouf, pour l'intérêt déjà d'avoir suivi toute l'histoire. Et c'est une problématique qui vous intéresse parce que vous êtes dans ce secteur. Mais il ne faut pas laisser en rate que Dicko, c'est une fiction. Mais aujourd'hui, nous parlons de violence. Est-ce que la violence, c'est une réalité dans notre pays? Et quelles sont les différentes formes de violence auxquelles soit les élèves ou le personnel scolaire font face, ou de manière générale? Merci Rahma pour cette question. Je pense qu'avant de répondre à cette question, peut-être on va s'arrêter un instant pour expliquer c'est quoi la violence. Alors, pour paraphraser une définition simple, la violence c'est pratiquement tout acte qui peut porter atteinte à l'état psychologique, physique, mental d'une personne. Et parmi les actes, on peut avoir les violences physiques, on peut avoir les violences psychologiques, on peut avoir les violences verbales,
on peut avoir les violences sexuelles. Et même la négligence constitue une forme de violence. Je donne un exemple précis de négligence. Si on se rappelle de l'histoire de Diko, elle quitte chez elle sans ressources pour aller à l'école. Et même à l'école, elle n'a pas les moyens pour survivre disons dans ce milieu. Donc elle n'a pas eu les ressources nécessaires pour se payer un goûter. Parfois, elle est obligée d'inventer des histoires pour ne pas que les autres sachent qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle vient d'une famille vraiment démunie. Donc ça, c'est une forme de négligence. Une autre forme de violence qu'on peut citer et qui est très fréquente dans nos sociétés, c'est ce qu'on appelle la violence physique, qui porte atteinte même, disons, à la santé physique de la personne. Ça peut être des châtiments corporels, ça peut être des bagarres, ça peut être des bastonnades, ça peut être des brûlures qu'on peut mettre sur le corps d'un enfant. Et à côté de ça, on a également les violences sexuelles qui sont forcément liées au cas de viol de manière générale ou bien d'abus sexuels. Et enfin, on a les formes de violence psychologiques qui ne laissent pas de traces visuelles sur la personne, mais qui impactent négativement sur le développement psychologique de la personne. C'est tout ce qui est lié aux moqueries, c'est tout ce qui est lié au sobriquet qu'on peut donner à un enfant, c'est tout ce qui est lié, par exemple, disons, à des formes d'injures que l'on a tendance à négliger dans nos sociétés et qui participent à dévaloriser l'enfant, qui participent à faire en sorte que l'enfant se sous-estime et qui aussi impactent négativement sur le développement de la personne. Donc voilà, autant de formes de violence qui sont présentes dans nos sociétés, dans nos familles, à l'école, et auxquelles les enfants sont appelés à faire face de plus en plus. Donc pour en venir à ta question, la violence est présente dans nos établissements scolaires, mais elle est encore plus dans nos familles et dans nos sociétés. Voilà. Effectivement. J'en viens même à Diko. C'est l'objet de cette discussion-là et de cette interview. Parce que Diko l'a vécu en classe. Elle a vécu cette forme de violence qu'on appelle la violence physique, violence sexuelle de la part de Malik Antoine qui lui faisait des attouchements en plein cours. Aussi de la part de Louise. Alors, elle subissait beaucoup de moqueries de la part de Louise, d'intimidation sur son physique, etc., etc. Je comprends par là qu'il y a une corrélation entre les violences. C'est-à-dire, la violence représente aujourd'hui un élément constitutif dans le système en interaction avec les contextes familial et communautaires. Donc aujourd'hui, quelles sont, M. Diouf, les causes et conséquences de ces violences-là? Alors d'abord, abordons les causes. En général, ce qu'on a remarqué, ou bien ce qui est ressorti des différentes recherches que nous avons eu à faire sur cette thématique, c'est que la cause principale est à chercher au niveau de la famille. Parce que si on regarde généralement, toutes les personnes qui font subir des formes de violence aux enfants appartiennent à son entourage. Soit c'est un parent proche, soit c'est un voisin, soit c'est un visiteur qui habite la maison, etc. etc. Donc, c'est généralement lié aux conditions de vie des enfants dans leur famille. La promiscuité est là. Ça, c'est de un. L'absence des parents est là, qui constitue une réalité encore une fois. Il y a le fait que aussi les enfants manquent de surveillance de plus en plus parce que tous les deux parents aujourd'hui sont appelés à participer à la recherche de la dépense quotidienne. Les parents ne sont plus présents à la maison, donc les enfants sont généralement livrés à eux-mêmes. Donc ils sont exposés à toutes sortes de violences. Si on quitte le cercle familial, on a également la rue. La rue, disons que en dehors de la famille, on a la société de manière générale, où les enfants sont exposés également à toutes sortes de violences, sans compter aussi celles que l'on montre dans les médias, dans la télévision, qui ne participent pas vraiment à changer, à permettre à nos enfants d'adopter de bons comportements. Et au niveau de l'école, c'est généralement aussi lié, comme tu as dit, à des moqueries qui font que parfois les enfants ont tendance, pour certains, ils vont se rebeller. Tout dépend de la nature aussi de l'enfant. Pour certains, à chaque fois qu'on leur dira quelque chose qui pourra leur faire mal, ils vont se rebeller. D'autres vont s'enfermer sur eux-mêmes. D'autres vont peut-être sécher les cours. Donc c'est là où maintenant il faut commencer à voir ce qu'on appelle les signaux d'alerte. Quand un enfant est victime d'une certaine forme de violence, il y a des signaux d'alerte qui doivent se dégager. Soit c'est l'absentéisme, soit c'est des retards, soit c'est un enfant qui va passer sa journée à dormir en classe. Donc soit aussi c'est des notes qui vont baisser. Donc autant de situations qui devraient alerter l'enseignant ou le corps professoral
à s'intéresser au cas de cet élève. Parce que, souvenons-nous, pour le cas de Diko, elle était une brillante élève. À un certain moment, quand elle a été victime, disons, d'une grossesse, elle a complètement changé. Elle dormait plus en classe, elle n'apprenait pas ses leçons, donc ça veut dire que ses notes commençaient à baisser. À aucun moment, on a senti l'enseignant ou disons, le corps professoral s'intéresser à son cas. Le pourquoi ce changement-là. Encore moins, au-delà maintenant de l'attitude qui consiste à, disons, tout le temps dénigrer la personne ou bien à s'apitoyer sur son sort, on ne cherche pas la raison pour laquelle c'est arrivé. Donc même au niveau de sa famille, vraiment, elle n'a pas été soutenue comme il le fallait pour lui permettre de comprendre un peu comment est-ce que cette situation a pu lui arriver. Mais heureusement pour elle, elle a pu reprendre les choses en main et revenir. Donc quoi qu'on puisse dire quelque part aussi, Diko avait une forte personnalité. Peut-être qu'elle ne parvenait pas à l'extérioriser comme il le fallait, mais au fond, malgré tout ce qu'elle a suivi, elle a su gérer ça elle-même. Sans l'aide d'un professeur, sans l'aide d'un ami, sans l'aide de sa famille. Donc elle a su emmagasiner tout ça en elle, et néanmoins rebondir et reprendre sa vie en main jusqu'à ce que voilà, elle réussisse. Donc pour dire qu'aujourd'hui, les violences sont beaucoup plus présentes au sein de nos familles qu'à l'école. En tout cas, nous, la tendance que nous notons, les enfants sont victimes de violences dans le cercle familial et dans la zone de résidence que dans l'établissement scolaire. Et ça aussi, je pense que c'est le lieu aussi de saluer vraiment tous les efforts que l'État est en train de faire pour faire de telle sorte que nos écoles deviennent des endroits sûrs pour les enfants, avec tout ce qu'il y a comme dispositif, avec tout ce qu'il y a vraiment comme mesure visant à permettre aux élèves victimes de grossesse ou de mariage précoce de revenir pour poursuivre leurs études, pour permettre également la mise en application de l'arrêté visant l'obligation scolaire, qui dit que les enfants doivent être scolarisés de 6 à 16 ans obligatoirement. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont là, qui ont permis vraiment à diminuer, disons, les cas de violence dans nos établissements scolaires, y compris maintenant l'interdiction de l'usage du châtiment corporel dans les établissements scolaires. Et ça aussi, je pense que c'est des mesures qui nous ont aidés à avoir ces changements-là. Maintenant, le vrai travail est à faire au niveau des familles et au niveau de la société de manière générale. Effectivement, vous avez empiété sur la question suivante. En tout cas, je suis impressionnée parce que c'est comme si c'est M. Diouf qui avait écrit l'histoire. Il parvient même à donner une personnalité à Diko et c'est ce que j'essayais de faire, de transmettre en tout cas aux auditeurs et aux lecteurs parce que le livre de Diko est disponible déjà. Donc si vous voulez le lire, vous m'écrivez tout simplement sur Instagram ou dans les commentaires et je me chargerai de vous l'envoyer la version PDF. Et alors, la question suivante, Monsieur Diouf, dans quelle localité les violences sont plus récurrentes au Sénégal? Alors c'est un peu, disons que il y a 3 régions qui sortent en tête. C'est la région de Dakar, c'est la région de Tambacounda, c'est la région de Fatick. Ce sont les régions où on a noté plus de cas de violence dont les enfants sont victimes. Ce qui ne veut pas dire que les autres régions, on ne note pas de cas. Effectivement, il y a des cas. Mais sauf que, disons que c'est Dakar, Tambacounda et Fatick qui ont été identifiés comme étant les régions où on note beaucoup plus de cas de violence chez les enfants. Maintenant, il y a une explication peut-être qu'il va falloir chercher. Parce que je sais que la démographie de Dakar est beaucoup plus importante que celle de Fatick ou celle de Tambacounda. L'offre éducative est plus importante à Dakar qu'à Tambacounda et à Fatick. Et sans compte aussi la qualité du service d'éducation est beaucoup plus, disons, accessible à Dakar que dans les autres régions. Maintenant, l'explication doit être cherchée peut-être dans les conditions d'apprentissage qui font que ces situations-là sont beaucoup plus présentes dans ces 3 régions que dans les autres régions du Sénégal. Je pense que ça mériterait aussi qu'on s'y attarde un peu. Mais en tout cas, la violence est devenue une réalité dans toutes les régions et dans tous les établissements scolaires. C'est malheureux. Et nous avons parlé des problèmes, de l'origine. Vous avez aussi brossé un peu les dispositifs. Quelles sont aujourd'hui les solutions que l'État a proposées, c'est-à-dire dans le cadre, au niveau du cadre légal, ou bien même
les personnels scolaires, dans le milieu scolaire, est-ce qu'il y a un dispositif qui a été créé pour remédier à ces formes de violence-là? Heureusement que l'État du Sénégal a compris que ça, c'est une problématique qui intéresse autant l'école que les autres secteurs. Donc, la protection de l'enfant est, disons, une problématique qui doit être partagée par plusieurs secteurs. Un seul secteur ne peut pas à lui seul prendre en charge la question. Les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, il est important que les acteurs de l'éducation s'intéressent à la protection de ces enfants, au-delà des aspects éducatifs. Donc, ils s'intéressent maintenant à la sécurité et au bien-être des enfants au sein même des établissements scolaires. Et à ce titre, il y a plusieurs dispositions que le ministère de l'Éducation, en tout cas, a prises pour justement permettre à ces élèves-là d'apprendre dans les conditions, disons, dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, vous trouverez dans tous les établissements scolaires ce qu'on appelle des comités de gestion des écoles. C'est des instances qui prennent en charge toutes les questions relatives à la protection de l'enfant. Vous avez également ce qu'on appelle des caves, des cellules d'alerte et de veille, qui participent également à prendre en charge la question de la protection des enfants au sein même des établissements scolaires. Sans compter aussi les autres arrêtés que le ministère a pris pour, par exemple, limiter, pour interdire l'usage des châtiments corporels au sein des écoles, pour vraiment, disons, permettre aux élèves qui ont été victimes de viol ou de mariage précoce de revenir encore poursuivre leurs études, pour aussi permettre aux enseignants aussi de connaître les bases de la protection de l'enfant. Donc il y a une série de formations qui sont données à l'endroit des professeurs, des enseignants, pour les former à comprendre un peu la psychologie de l'enfant, comprendre un peu les réalités des droits des enfants et comment est-ce qu'eux aussi ils doivent, disons, s'impliquer dans la protection des enfants. Donc ça, au moins, c'est un travail que le ministère avait à faire et ils ont même prévu dans chaque établissement qu'il y ait ce qu'on appelle un dispositif de détection et de prise en charge, de détection, de signalement et de prise en charge des enfants victimes de violences. Ce qui manquait jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas de Diko, quand elle a été victime d'attouchement, l'enseignant aurait pu s'intéresser à son cas. Même s'il avait vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté. Alors que maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, le signalement doit être soit l'affaire de la victime ou l'affaire des autres élèves qui sont au courant du cas. Donc aujourd'hui, dans chaque école, il devrait y avoir ce qu'on appelle un enseignant référent, choisi par les élèves eux-mêmes, parce qu'il faudrait que ça soit une personne de confiance. Donc on va demander dans chaque établissement que les élèves eux-mêmes choisissent un enseignant référent qui leur inspire confiance, vers qui ils peuvent aller pour justement dénoncer ou signaler des cas de violence sur des enfants. Que ça, même si l'auteur peut être un enseignant ou un professeur ou quelqu'un qui est dans le corps administratif. Donc ça, c'est des dispositifs qui existent. Maintenant, une fois que le cas est signalé, il faudrait que l'école aussi puisse collaborer avec les autres secteurs, soit de la justice, de l'action sociale, de la santé, pour aider à la prise en charge précoce des cas d'enfants victimes. Donc qu'on n'attende plus que le cas devienne grave ou bien que les médias, disons, reprennent, disons, l'actualité autour de ça, mais que l'école même ait maintenant ce dispositif-là de prise en charge précoce des cas d'enfants victimes de violences et pour aider à renforcer vraiment la protection. Ça, c'est des dispositions qui existent et que le ministère vraiment travaille à renforcer dans Est-ce que ces dispositions-là sont appliquées? Est-ce qu'il y a un impact? Alors, ça vient de démarrer. Donc, c'est sûr que c'est à partir de cette année 2022, peut-être d'ici 3 ans aussi, on pourra toucher, disons, tous les établissements scolaires et aussi faire de telle sorte que les enfants eux-mêmes soient capables de s'autoprotéger. Ça, c'est important. Oui. Les parents devraient apprendre à leurs enfants à s'autoprotéger. Parce qu'en les enfermant chez eux, ça ne participe pas à permettre à cet enfant-là d'affronter la réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants de s'autoprotéger, d'être acteurs même des dénonciations des cas. Que ça soit l'affaire des victimes et des autres. Donc ça aussi, c'est un travail sur lequel je pense que le ministère a fait beaucoup d'efforts avec ses partenaires pour permettre aux enfants d'apprendre à s'autoprotéger. Après, maintenant, il y a le cadre de l'école qui va être amélioré pour permettre de prendre en charge ces cas-là en lien avec les autres secteurs. Donc l'école, disons, l'éducation est un secteur associé à la protection de l'enfant.
Et ce qui fait que vraiment on a déployé beaucoup d'efforts pour que ces acteurs-là comprennent le pourquoi ils doivent prendre en charge la problématique de la protection des enfants au sein des établissements scolaires. Ça, c'est vraiment, je pense que d'ici quelques années, ça va être une réalité au Sénégal. Et ça nous permettra aussi de comprendre l'ampleur du phénomène. Parce que tant qu'on ne dénonce pas les cas, on ne peut pas savoir un peu quels sont les cas de violence qu'on a notés dans les établissements scolaires, sous quelle forme elles existent et qui sont les principaux auteurs. Ça c'est important pour que maintenant, dans la communication qu'on va faire pour sensibiliser, qu'on puisse vraiment mettre le doigt sur le problème principal. Qui sont les principaux auteurs? C'est exactement cela, parce que dans les solutions que vous venez d'énumérer tout de suite, j'ai l'impression que c'est à l'endroit des élèves, des enfants. Est-ce que c'est seulement les élèves qui sont les victimes? Qui sont les victimes et qui sont les auteurs en fait de ces violences-là? Alors, les victimes, tout dépend. Aujourd'hui, que ce soit les élèves du public ou que ce soit les élèves qui sont dans les daara, on sait que les garçons comme les filles sont victimes de violences. Maintenant, selon la nature de la violence, les auteurs peuvent différer. Il est fréquent d'entendre que tel professeur a enseigné tel nombre d'élèves dans telle localité. Généralement, on cite souvent les professeurs ou les enseignants parmi les auteurs de grossesse. Et une grossesse sur une fille mineure considérée comme un viol, un détournement de mineur, etc. etc. Donc sur ce volet-là, en fait, on sait que ça a beaucoup diminué. Même si vers les années 2000-2010, c'était vraiment un phénomène très préoccupant, mais maintenant ça a tendance à diminuer. Mais ce qu'on remarque maintenant, c'est les violences entre élèves. Aujourd'hui, vous voyez des élèves qui se font violence eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est des situations que nous vivons de plus en plus. On a aussi les autres acteurs qui gravitent autour de l'école et qui aussi contribuent à renforcer cette violence-là. Aujourd'hui, beaucoup de cas de viol ou de grossesse précoce sont causés soit par des conducteurs de Jakarta, je ne sais pas pour les stigmatiser, mais dans certaines localités, c'est eux maintenant qui sont identifiés comme étant les causes. Parce que justement, ils offrent une certaine facilité aux filles dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer le transport tous les jours. Donc vous voyez, dans les localités du sud, on voit très fréquemment des filles qui ont été enceintes par des enfants de leur âge ou bien qui sont de la même génération. Et c'était le cas de Diko en classe de terminale. Voilà, vous avez vu. Et aussi, si on regarde aussi, si on prend le cas des talibés, c'est généralement le marabout ou bien son assistant qui exerce une certaine violence, une certaine domination sur ces enfants-là. Et le pire dans cette histoire, c'est que parfois les enfants peuvent considérer cette violence-là comme étant normale, ce qui fait qu'ils ne dénoncent pas. Ils peuvent considérer aussi cette violence comme pouvant produire d'autres problèmes et préfèrent ne pas encore être plus exposés que ça. Donc ils préfèrent taire ce vécu-là, ils préfèrent taire cette situation de peur de ne pas être pris au sérieux ou bien de ne pas être pris en charge comme il le faut. Parfois aussi, ils ne savent pas vers quel service ou bien vers quelle personne s'orienter pour justement en parler. Et c'est ça qui manque. Donc ces manquements-là devront être, disons, résolus par la mise en place de ces dispositifs-là dont je parlais au sein des écoles. Permettre aux élèves de pouvoir trouver une personne de confiance vers qui ils ou elles pourront s'orienter pour justement parler de leurs problèmes, parler de leur situation, parler de leur vécu. Et ça, si on arrive vraiment à le réussir, ça serait vraiment une avancée de taille dans le secteur. J'espère vraiment que ces initiatives-là feront écho et régleront définitivement ces problèmes de violence au sein des établissements. Parce que c'est vraiment un phénomène sur lequel on devrait vraiment s'appesantir pour régler aussi d'autres problèmes. Parce que récemment, pour brosser un peu l'actualité, on a fait face à beaucoup de cas de violence. Tout à fait. Et les auteurs, c'est en général des adolescents, des préadolescents, des jeunes qui tuent pour vraiment utiliser le mot qu'il faut. J'espère que l'État saura prendre les moyens qu'il faut, les moyens nécessaires pour vraiment éradiquer cette violence-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Est-ce que vous avez un dernier mot, des suggestions? Alors, suggestion, je pense que l'histoire de Diko ne va pas se limiter seulement à ça. On espère voir une suite, peut-être au sein même des écoles.
Et que ça va pas être une histoire en ligne, mais ça va être peut-être une histoire qui va être partagée dans les établissements scolaires pour permettre aux élèves de s'identifier ou également peut-être de susciter le débat dans certains établissements scolaires pour que ça soit discuté entre élèves et enseignants. Je pense que ça serait une belle perspective pour cette histoire-là. Alors, moi, je vais terminer peut-être par te féliciter encore parce que j'ai compris que tu es sorti de ton domaine disons, de prédilection pour embrasser une autre problématique et ça prouve tout le potentiel que tu as pour vraiment, disons, aller de l'avant. Et finir par ce proverbe de Platon qui dit « N'eut jamais de violence dans l'éducation des enfants. Essaie l'instruction en jouant. Essaie de les instruire par le jeu. C'est par le jeu qu'on peut attirer l'intérêt de l'enfant, qu'on peut susciter l'intérêt de l'enfant, qu'on peut susciter l'attention de l'enfant. Mais la violence n'a jamais permis à un enfant d'être performant, d'être plus intelligent, d'être plus concentré. Au contraire, on développe d'autres aptitudes chez cet enfant-là qui ne sont pas les mêmes. La violence n'a jamais réglé aucun problème. Merci beaucoup, Monsieur Diouf, d'avoir accepté cette invitation. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour votre altruisme, votre générosité. Et je pense que ça a permis à bon nombre de followers, de mes followers et de tous qui verront cette vidéo de comprendre aujourd'hui l'impact de la violence chez les enfants et chez nous, les adultes, les préadolescents. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle il faudrait trouver les solutions, les appliquer et éradiquer cela. Tout à fait. Et merci beaucoup à mes abonnés. Merci à vous. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr, de vous abonner, partager. Et voilà, l'histoire continue. Les histoires vont continuer. Les avis des spécialistes, je recevrai très bientôt un autre spécialiste et nous toucherons une autre thématique de l'histoire de Diko. Merci et à très bientôt.